Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans notre premier cours de comptabilité pour les managers. Nous aborderons aujourd'hui le premier chapitre, Introduction à la comptabilité pour les managers ou bien la comptabilité managériale. La comptabilité managériale, pilier fondamental de la prise de décision au sein des organisations, constitue le fil conducteur de notre exploration dans ce chapitre captivant. Alors que la comptabilité financière offre une perspective externe sur la santé financière d'une entreprise, la comptabilité managériale se penche sur les informations internes guidant les gestionnaires dans leurs choix stratégiques. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les concepts clés qui définissent la comptabilité managériale, explorant son rôle essentiel dans la planification, le contrôle et la prise de décision au sein des entreprises, de la création du budget détaillé à l'analyse des coûts en passant par l'évaluation des performances et la prise de décision stratégique. Nous dévoilerons les outils et les techniques qui permettent aux gestionnaires d'optimiser les ressources et de maximiser la rentabilité. Donc, le résumé et le sommaire de ce cours, on va voir en détail les notions sur la comptabilité de gestion ou bien la comptabilité managériale. Bien sûr, on va les définir, on va voir les responsabilités principales des managers et la différence entre la comptabilité de gestion et la comptabilité financière et le rôle de la comptabilité de gestion. Aussi, on va voir quelques fondements de la comptabilité de gestion. Euh, on verra les secteurs d'activité les plus courants et leurs activités, comment les entreprises définissent-elles les coûts et comment les coûts des produits stockables et les coûts de période sont-ils présentés dans les états financiers. On va voir aussi les concepts clés de quelques coûts comme les coûts contrôlables et les coûts incontrôlables. On va voir les coûts fixes et les coûts variables. Et enfin, on va terminer avec le coût managérial. Commençons par la définition de la comptabilité de gestion ou la comptabilité managériale. La comptabilité de gestion, comme je viens de dire, parfois désignée sous le terme de comptabilité managériale, met l'accent sur les données financières essentielles à la réussite d'une organisation. La comptabilité de gestion est une profession qui implique une collaboration entre la prise de décision de gestion, la conception de systèmes de planification et de gestion des performances, ainsi que la fourniture d'expertise en matière de rapports financiers et de contrôle pour aider la direction dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'une organisation. La comptabilité de gestion se consacre à l'identification, l'interprétation, l'analyse et la mise en œuvre d'informations financières internes cruciales à la gestion opérationnelle efficace, efficiente et rentable de l'entreprise. Ces informations adoptent diverses formes en fonction des exigences de la direction. Pour saisir le genre d'informations dont les gestionnaires ont besoin, examinons d'abord leurs principales responsabilités. Alors, quelles sont les responsabilités principales des managers? Les managers, généralement, ont trois responsabilités fondamentales que la comptabilité de gestion contribue à remplir: la planification, la direction ou bien l'orientation et le contrôle. La prise de décision qui consiste à identifier des alternatives et à faire un choix parmi elles est intégrée tout au long de ses responsabilités. Tout d'abord, la planification implique l'établissement d'objectifs pour l'entreprise et la détermination des stratégies nécessaires pour les atteindre.
Par exemple, si l'un des objectifs d'une entreprise est d'augmenter ses ventes, une stratégie pour atteindre cet objectif consiste à étendre le réseau de points de vente. Une autre approche consiste à développer de nouveaux produits et à explorer de nouveaux canaux de distribution. La comptabilité de gestion convertit ces plans en budget qui représentent de manière chiffrée l'ensemble des plans. Avant de prendre des décisions, la direction analyse ces budgets pour déterminer la viabilité financière et ses projets d'expansion. Deuxièmement, la direction. La direction implique la supervision des opérations quotidiennes de l'entreprise. Les responsables utilisent des informations sur les ventes et les coûts par magasin, par région et canal de distribution pour gérer les activités quotidiennes de l'entreprise. Ces informations sont ensuite utilisées pour ajuster l'offre de produits, les stratégies marketing et les décisions d'expansion, etc. Troisième responsabilité est le contrôle. Le contrôle implique d'évaluer les résultats des opérations de l'entreprise par rapport au plan initial et d'apporter des ajustements pour assurer que l'entreprise progresse vers ses objectifs. Si, par exemple, les coûts réels d'une entreprise sont supérieurs aux prévisions, ou si les ventes réelles sont inférieures à ce qui était anticipé, la direction, dans ce cas, peut réviser ses plans ou ajuster les opérations en conséquence. Alors, la prise de décision est un processus continu dans la gestion lorsqu'elle planifie, dirige et contrôle les opérations. La comptabilité de gestion ou bien la comptabilité managériale offre l'information financière essentielle pour faciliter la prise de ces décisions. On passe maintenant à une question très importante qui est quelle est la différence entre la comptabilité de gestion et la comptabilité financière? La comptabilité de gestion et la comptabilité financière sont deux branches distinctes de la comptabilité et elles servent des objectifs différents au sein d'une organisation. Donc, voici les principales différences entre ces deux types de comptabilité. En termes d'objectifs, la comptabilité de gestion, l'objectif principal est d'aider la direction de l'entreprise à prendre des décisions internes en fournissant des informations détaillées sur les coûts, la rentabilité des produits, la performance des départements, etc. Donc, elle se concentre sur l'optimisation des ressources internes. Donc, la comptabilité de gestion vise à comprendre les coûts liés à la production de biens ou services et à évaluer leur rentabilité. Fournit des informations détaillées pour aider la direction à prendre des décisions opérationnelles comme la fixation des prix, l'allocation des ressources, etc. Et aussi permet de contrôler les performances des différents départements ou unités de l'entreprise. Pour la comptabilité financière, l'objectif est de produire les états financiers comme les bilans, le compte de résultat, les tableaux du flux de trésorerie, etc., qui reflètent la situation financière globale de l'entreprise. Ces états financiers sont principalement destinés aux parties externes telles que les actionnaires, les créanciers, les autorités fiscales, etc. Donc, la comptabilité financière fournit une image globale de la santé financière de l'entreprise à un moment donné. La différence aussi en termes d'utilisateurs, on trouve dans la comptabilité de gestion, les gestionnaires et les employés internes utilisent ces informations pour la planification, le contrôle et la prise de décision. Donc, ce sont les managers qui utilisent les informations pour prendre des décisions stratégiques, définir des budgets,
évaluer la rentabilité des produits, etc. Et aussi, les employés de l'entreprise peuvent également bénéficier de ces informations pour comprendre l'impact de leur activité sur les coûts et la rentabilité. Pour la comptabilité financière, généralement, les utilisateurs sont les parties externes telles que les investisseurs, les banques, les autorités réglementaires. Aussi, tous ces parties utilisent ces informations pour évaluer la santé financière globale de l'entreprise. Les investisseurs utilisent les états financiers pour évaluer la performance passée de l'entreprise et de prendre des décisions d'investissement. Les créanciers évaluent la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes et les autorités réglementaires aussi utilisent les informations pour s'assurer que l'entreprise respecte les normes comptables et fiscales. La différence aussi entre les deux types de comptabilité est en termes de périodicité. Pour la comptabilité de gestion, elle peut être effectuée aussi fréquemment que nécessaire pour aider à la gestion quotidienne. Par exemple, certains rapports peuvent être générés mensuellement, tandis que d'autres peuvent être nécessaires plus fréquemment. La comptabilité financière, elle suit généralement un calendrier régulier tel que trimestriel ou annuel pour la production des états financiers. Donc la comptabilité financière suit généralement un calendrier régulier, généralement trimestriel ou annuel pour la production des états financiers. Troisième critère de différence qu'on peut adopter entre les comptabilités de gestion et la comptabilité financière sont les normes et les principes. Pour la comptabilité de gestion, il n'y a pas de normes strictes et les méthodes peuvent varier d'une organisation à l'autre. Elle est plus flexible et adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise. Pour la comptabilité financière, elle est réglementée par des normes comptables internationales telles que les IFRS ou nationales telles que les normes comptables généralement acceptées pour chaque pays. Et pour le dernier critère qu'on peut adopter pour mettre la différence entre la comptabilité de gestion et la comptabilité financière est la nature des informations. Pour la comptabilité de gestion, elle se concentre sur des informations internes telles que les coûts de production, la rentabilité des produits, les marges bénéficiaires par produit, etc. Alors, dans la comptabilité financière, elle fournit des informations financières globales telles que le bilan, le compte de résultat, le tableau du flux de trésorerie, etc. En résumé, la comptabilité de gestion est axée sur l'optimisation interne et la prise de décision, tandis que la comptabilité financière est davantage axée sur la communication d'informations financières aux parties externes pour évaluer la santé globale de l'entreprise. Penchons maintenant au rôle de la comptabilité de gestion. Les comptables de gestion collaborent avec la direction pour prendre des décisions commerciales cruciales ayant des conséquences étendues et significatives pour l'entreprise et la société. La comptabilité de gestion s'intéresse à répondre aux questions suivantes. Quel est le problème de l'entreprise, l'événement, et comment la comptabilité peut-elle contribuer à résoudre? La comptabilité de gestion commence toujours par un problème pertinent auquel la direction est confrontée ou un événement économique survenu dans le passé ou pouvant survenir à l'avenir. La comptabilité de gestion est utilisée pour éclairer le problème et orienter la voie de la direction. La deuxième question à répondre est quelles sont les zones floues? Autrement dit, quelles divergences
dans les méthodes, les hypothèses, les estimations, les choix de mesure et les jugements aussi peuvent influencer les informations utilisées pour la prise de décision. En raison de ces zones floues et des jugements nécessaires, les chiffres comptables sont rarement aussi précis qu'ils pourraient sembler. Troisième question à répondre est quelles seraient les conséquences pour l'entreprise si les informations comptables utilisées dans la décision étaient inexactes. En raison des zones floues, il est difficile de déclarer que les informations comptables sont systématiquement inexactes. Cependant, le jugement de ces zones peut conduire à des estimations financières qui sont soit trop élevées, soit trop basses. Quelles seraient les implications de chiffres soit trop élevés ou bien trop bas? Les estimations qui s'écartent dans une direction seraient-elles plus préjudiciables que dans l'autre direction? Lorsque vous explorez la comptabilité de gestion pour la première fois, les sujets peuvent initialement paraître simples et inaltérables. Cependant, en tenant compte des trois questions énumérées précédemment, vous commencerez à saisir l'importance des décisions subjectives prises dans le domaine de la comptabilité de gestion et les conséquences sur les décisions commerciales qui en résultent. Deuxième section, deuxième élément à aborder sont les fondements de la comptabilité de gestion et on commence à savoir quels sont les secteurs d'activité les plus courants et leurs activités. Il existe généralement trois types d'entreprises les plus courants et les activités commerciales qu'elles exercent. Il y a les entreprises de services, de commerce et de fabrication ou de production. Les entreprises génèrent généralement des bénéfices grâce à l'un des trois modèles d'entreprise de base. Elles fournissent un service, elles vendent des marchandises ou elles fabriquent des produits. Les entreprises de services. Les entreprises de services sont là pour vendre des services immatériels tels que les soins de santé, l'assurance, la banque et le conseil. Comme ces entreprises vendent des services, elles ne conservent généralement pas de stock. Certains fournisseurs de services ont un stock minimal de fournitures. Cependant, ce stock est généralement utilisé à des fins opérationnelles internes et non pas vendu pour réaliser un profit. Les entreprises de services supportent les coûts pour fournir des services, faire de la publicité et développer de nouveaux services. Pour de nombreux prestataires de services, les salaires et les avantages sociaux représentent la majeure partie de leurs coûts. Deuxièmement, les entreprises de commerce. Les entreprises de commerce telles que Walmart ou bien Carrefour revendent des produits tangibles qu'elles achètent auprès de fabricants et de fournisseurs. Par exemple, Walmart ou n'importe quel supérette aussi. Walmart achète des vêtements, des jouets ou des produits électroniques et les revendent à des clients à des prix plus élevés que ce qu'ils payaient pour ces biens. Les entreprises de commerce comprennent les détaillants comme Walmart et les grossistes. Les détaillants vendent aux consommateurs comme vous et moi. Les grossistes, souvent appelés intermédiaires, achètent des produits en gros auprès de fabricants, majorent les prix, puis vendent ces produits aux détaillants. Étant donné que les entreprises de commerce sont là pour vendre des biens tangibles, elles conservent une quantité substantielle de stock. Le coût des stocks comprend le coût payé par les commerçants pour les biens, ainsi que tous les coûts nécessaires pour mettre la marchandise en place
est prête à être vendue tels que les coûts d'acheminement et les droits de douane ou tarifs payés sur les marchandises achetées auprès des fournisseurs étrangers. Le bilan d'un commerçant comporte un seul compte de stock appelé stock de marchandises. En plus des coûts liés au stock, les commerçants supportent également des coûts pour exploiter leurs magasins de détail et leur site web, faire de la publicité, rechercher de nouveaux produits et de nouveaux emplacements de magasins et fournir un service client. Troisième type d'entreprise, ce sont les entreprises de fabrication. Les entreprises de fabrication utilisent la main-d'œuvre, les installations et l'équipement pour transformer les matières premières en nouveaux produits finis. Par exemple, Toyota, c'est un constructeur automobile, convertit de l'acier, des pneus et des tissus en véhicules performants à l'aide de la main-d'œuvre de production et d'équipements de fabrication avancés. Les véhicules sont ensuite vendus aux concessionnaires automobiles à un prix suffisamment élevé pour couvrir les coûts et générer un profit. Les fabricants conservent trois types de stocks. Il y a le stock de matières premières, c'est toutes les matières premières qui seront utilisées dans la fabrication. Il y a le stock en cours, c'est bien que sont en cours du processus de fabrication, mais que ne sont pas encore complets. Il y a le stock aussi de produits finis, c'est des biens terminés qui n'ont pas encore été vendus. Maintenant que vous avez compris les types d'entreprises les plus courants et les activités qu'elles exercent, examinons certains des termes spécialisés que les comptables utilisent lorsqu'ils font référence aux coûts. Il y a l'objet du coût, les coûts directs et les coûts indirects. Commençons par l'objet du coût. Un objet de coût désigne tout élément pour lequel une évaluation spécifique du coût est considérée comme pertinente. Un objet de coût est tout élément pour lequel ces coûts sont évalués séparément. Cela peut englober divers domaines tels que le coût d'un produit comme une voiture, le coût d'un service comme une prestation d'avocat, et le coût d'un projet comme les constructeurs d'un tunnel autoroutier, etc. Une fois que l'objet de coût est déterminé, il est essentiel de mettre en place une organisation pour la collecte, la saisie et le traitement des charges comptables. Il est également crucial de garantir la cohérence de l'ensemble car une même charge telle que les coûts liés au personnel peut contribuer à la définition de plusieurs coûts tels qu'un produit spécifique, une formation donnée ou un projet stratégique particulier. On a aussi les coûts sont classés comme directs ou indirects par rapport à l'objet de coût. Pour les coûts indirects sont les dépenses spécifiquement liées à un objet de coût mesurées de manière distincte. Ils sont généralement facilement mesurables et associés de manière directe à un produit, un service ou un projet, comme par exemple les coûts de matières premières. Si une entreprise produit des meubles, le bois utilisé pour fabriquer ces meubles serait un coût direct. Aussi, par exemple, coût de composants spécifiques, comme dans le cas de la fabrication d'un produit électronique. Le coût des puces électroniques utilisées serait un coût direct. Pour un coût indirect, ce sont des dépenses qui est lié à l'objet du coût, mais qui ne peuvent pas être directement attribuées à un objet de coût spécifique. Ils sont souvent liés aux coûts généraux de l'entreprise et doivent être répartis entre différents produits ou projets, comme par exemple les coûts de locaux,
le loyer ou les coûts d'entretien des installations qui ne peuvent pas être attribués directement à un produit particulier. On peut aussi trouver les coûts généraux, ce sont les frais généraux tels que l'électricité, l'eau, l'assurance, etc., qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise dans son ensemble. Il est possible qu'un coût puisse être à la fois direct et indirect, en fonction du contexte de son attribution et de son association avec une activité ou un produit spécifique. Cette dualité dépend souvent de la manière dont les coûts sont analysés et répartis dans le système comptable d'une entreprise. Par exemple, les frais généraux tels que les coûts de location et l'assurance peuvent être partagés entre différents départements ou projets. Une partie de ces frais peut être directement attribuée à un département ou à un projet spécifique, tandis que le reste est considéré comme un coût indirect. Aussi, un autre exemple par rapport au coût de la main-d'œuvre indirecte allouée. Les salaires des employés qui ne travaillent pas directement sur la production, mais qui contribuent aux opérations générales de l'entreprise peuvent être considérés comme des coûts indirects. Cependant, si une entreprise décide d'allouer une partie de ces salaires à des projets spécifiques, ils peuvent également être considérés comme des coûts directs pour ces projets. Examinons maintenant comment les responsables définissent le coût des produits. Ces informations sont essentielles pour évaluer la rentabilité de chaque produit. La plupart des entreprises adoptent deux définitions distinctes des coûts. Il y a les coûts totaux pour les prises de décision internes et deuxièmement, les coûts de produits stockables pour les rapports externes. Explorons ces concepts et examinons comment les gestionnaires font usage de chaque type de coût. Il y a le coût total pour la prise de décision interne. Les coûts totaux englobent les coûts de toutes les ressources utilisées tout au long de la chaîne de valeur. Pour Toyota, par exemple, le coût total d'un modèle particulier tel que Prius représente le coût total de la recherche, de la conception, de la fabrication, du marketing, de la distribution et de l'entretien de son modèle, etc. Avant de lancer un nouvel modèle ou bien un nouveau modèle, le responsable anticipe les coûts totaux associés pour établir un prix de vente qui couvrira toutes les dépenses et générera un bénéfice. Ici, notre cas, c'est le Toyota compare également les recettes de vente de chaque modèle à son coût total pour identifier les modèles les plus rentables. Il se peut que, par exemple, les RAV4 soient plus rentables que les Corolla. Le département marketing peut ainsi orienter ses efforts vers la publicité et la promotion des modèles les plus lucratifs. Deuxième type de coût, c'est le coût de produits stockables pour les rapports externes. Les principes comptables généralement reconnus n'autorisent généralement pas les entreprises à utiliser les coûts totaux pour déclarer les soldes d'inventaire ou le coût des biens vendus dans les états financiers. Pour les rapports externes, les principes comptables généralement reconnus ne permettent que le traitement d'une partie du coût total en tant que coût de produit stockable. Les principes comptables généralement aussi reconnus spécifient que quels coûts sont considérés comme des coûts de produits stockables et lesquels ne le sont pas. Les coûts des produits stockables incluent uniquement les coûts engagés pendant la phase de production ou d'achat de la chaîne de valeur.
Les coûts de produits stockables sont traités comme un actif, c'est-à-dire un inventaire, jusqu'à la vente du produit. C'est pourquoi ils sont appelés coûts de produits stockables. Lorsque le produit est vendu, ces coûts sont retirés de l'inventaire et comptabilisés en tant que coût et bien vendu. Étant donné que les coûts de produits stockables incluent uniquement les coûts engagés pendant la phase de production de la chaîne de valeur pour les fabricants et la phase d'achat pour les entreprises de distribution, tous les coûts engagés dans les autres phases de la chaîne de valeur doivent être comptabilisés au cours de la période au cours de laquelle ils sont engagés. Par conséquent, nous qualifions les coûts de recherche et développement, de conception, de marketing, de distribution et de service client de coûts de la période. Gardez à l'esprit la règle importante suivante. Les coûts de la période sont souvent appelés charges d'exploitation ou charges d'exploitation générale et administrative dans le compte de résultat de l'entreprise. Les coûts de la période sont toujours comptabilisés au cours de la période au cours de laquelle ils sont engagés et ne font jamais partie d'un compte d'inventaire. Le coût total d'une entreprise a deux composantes. Les coûts de produits stockables, ceux qui sont traités comme faisant partie de l'inventaire jusqu'à la vente du produit, et les coûts de la période, ceux qui sont comptabilisés au cours de la période actuelle, quel que soit le moment où l'inventaire est vendu. Donc, les principes comptables généralement reconnus exigent cette distinction pour les rapports financiers externes. Maintenant, comment estimer les coûts des produits stockables dans les entreprises de commerce? Les coûts des produits stockables des entreprises de commerce se limitent au coût d'achat de produits auprès des fournisseurs ainsi qu'à tous les frais engagés pour amener la marchandise jusqu'au lieu de vente des détaillants et la préparer à la vente. Ces coûts supplémentaires incluent généralement les frais de transport et les droits d'importation ou tarifs, notamment si les produits ont été acquis à l'étranger. Pourquoi les frais de transport sont-ils inclus dans le coût de l'inventaire? Imaginez la dernière fois que vous avez effectué un achat sur Internet. Le site pouvait afficher le prix du produit à 15 € ou bien 15 $, mais une fois que vous avez payé les frais d'expédition et de manutention, le coût réel du produit était environ de 20 $ ou bien 20 €. De la même manière, les entreprises de commerce paient les frais de transport pour acheminer les marchandises jusqu'à leur point de vente. S'ils ont importé les marchandises, il est probable qu'ils aient également dû payer des droits d'importation pour faire entrer les produits au pays. Donc ces frais font partie intégrante du coût de leur inventaire ou bien leur stock. Maintenant, c'est quoi les coûts des produits stockables pour les entreprises de fabrication? Les coûts de produits stockables pour les entreprises de fabrication se limitent aux coûts engagés dans la production des produits. Les fabricants généralement supportent trois catégories de coûts de fabrication d'un produit: les matériaux directs, la main-d'œuvre directe et les frais généraux de fabrication. Commençons maintenant par les matériaux directs. Dans le processus de fabrication, les entreprises transforment les matières premières en produits finis. Les matériaux directs sont les principaux éléments qui deviennent une composante physique intégrante du produit final. Dans le cas de la fabrication d'une voiture,
Les matériaux directs comprennent de l'acier, des pneus, des moteurs, de la garniture, du tissu pour les sièges, des instruments de tableau de bord et ainsi de suite. Le fabricant de voitures peut suivre le coût de ces matériaux, y compris les frais de transport et les droits d'importation. Donc, le fabricant peut suivre le coût de ces matériaux pour des unités ou des lots spécifiques de véhicules. Par conséquent, ils sont considérés comme des coûts directs des véhicules. Deuxième élément sont la main-d'œuvre directe. Bien que de nombreuses installations de fabrication soient hautement automatisées, la plupart nécessitent encore une certaine main-d'œuvre directe pour transformer les matières premières en produits finis. Donc, la main-d'œuvre représente le coût de rémunération des employés qui effectuent physiquement la conversion des matières premières en produits de l'entreprise. Ces coûts comprennent généralement les salaires bruts, les charges sociales et les autres avantages directs versés aux employés qui travaillent directement sur la production. Donc, le coût de la main-d'œuvre directe représente les coûts directement associés à la main-d'œuvre qui participe directement à la fabrication d'un produit ou à la prestation d'un service. Et troisièmement, les frais généraux de fabrication. Donc, le troisième coût de production est celui des frais généraux de fabrication. Il englobe tous les coûts de fabrication, autres que les matériaux directs et la main-d'œuvre directe. En d'autres termes, les frais généraux de fabrication incluent tous les coûts indirects de fabrication. On utilise également l'expression frais généraux d'usine, car tous ces coûts sont liés à l'usine. Les frais généraux de fabrication ont trois composantes: les matériaux indirects, la main-d'œuvre indirecte et d'autres coûts indirects de fabrication. On a les matériaux indirects, qui comprennent les matériaux utilisés dans l'usine qui ne peuvent pas être facilement attribués à des unités individuelles. Par exemple, les matériaux indirects incluent souvent les fournitures de nettoyage, de l'huile et les lubrifiants pour les machines ainsi que tout composant physique du produit fini qui est très peu coûteux. Par exemple, Toyota pourrait considérer l'autocollant de la facture placé sur la fenêtre de chaque véhicule comme un matériau indirect plutôt qu'un matériau direct. Même si le coût de l'autocollant, environ 10 cents, pourrait être attribué au véhicule, cela n'aurait pas beaucoup de sens de le faire. Pourquoi? Parce que le coût d'attribuer l'autocollant au véhicule l'emporte sur le bénéfice que la direction obtient de l'augmentation de la précision de l'information. Pour la main-d'œuvre indirecte, elle comprend le coût de tous les employés de l'usine autres que ceux qui convertissent directement les matières premières en produits finis. Par exemple, pour les fabricants de voitures, la main-d'œuvre indirecte inclut les salaires, les traitements et les avantages sociaux des opérateurs de chariots élévateurs, des agents de sécurité, des agents d'entretien et des superviseurs d'usine. D'autres coûts, il y a aussi d'autres coûts indirects de fabrication, c'est comprennent les coûts liés à l'usine tels que l'amortissement des équipements et des installations, les impôts fonciers, l'assurance de l'usine, les réparations et l'entretien des installations, etc. Les coûts indirects de fabrication ont augmenté ces dernières années à mesure que les fabricants automatisent leurs usines avec les dernières technologies de fabrication avancées. Comment maintenant les coûts des produits stockables et les coûts de période sont-ils présentés dans les états financiers?
La distinction entre les coûts de produits stockables et les coûts de période revêt une importance particulière car ces coûts font l'objet d'un traitement différent dans les états financiers. Tous les coûts du produit stockable demeurent dans le compte d'inventaire jusqu'à la vente de la marchandise, moment où ils deviennent le coût du bien vendu. En revanche, tous les coûts de période sont inscrits en tant que dépenses d'exploitation au cours de la période où ils sont engagés. Ces distinctions seront à garder à l'esprit alors que nous examinerons les comptes de résultats des entreprises de services qui n'ont pas d'inventaire, des entreprises de commerce qui achètent leur inventaire et des fabricants qui produisent leur inventaire. La section se conclura par une comparaison des bilans de ces trois types d'entreprises distinctes. Et maintenant, on va voir comment les coûts des produits stockables et les coûts de période sont-ils présentés dans les états financiers pour les entreprises de services. Les entreprises de services présentent un modèle de compte de résultats relativement simple. Comme illustré dans l'exemple que vous voyez, une entreprise de consultation, cette société n'a pas de stock ni de coût de produits stockables. Par conséquent, son compte de résultat ne comporte pas de coût de biens vendus. À la place, tous les coûts de l'entreprise sont considérés comme des coûts de période et sont ainsi comptabilisés au cours de la période actuelle en tant que dépenses d'exploitation. Nous évaluerons toujours le résultat d'exploitation de l'entreprise plutôt que son résultat net. Pourquoi? Parce que les gestionnaires internes se préoccupent particulièrement du revenu généré par les activités principales et continues de l'entreprise. Pour obtenir le résultat net, il faudrait ajouter ou soustraire les revenus et les dépenses non liées aux opérations telles que les intérêts et soustraire les impôts sur le revenu. En général, le résultat d'exploitation correspond simplement au gain de l'entreprise avant prise en compte des intérêts et des impôts sur le revenu. Et pour le calcul de ces coûts aux entreprises de commerce, c'est contrairement aux entreprises de services, le compte de résultat d'un commerçant présente le coût des marchandises vendues comme la principale dépense. L'exemple devant vous illustre le compte de résultat d'un supermarché. Remarquez comment le coût des marchandises vendues est déduit du chiffre d'affaires pour donner le bénéfice brut de l'entreprise. Ensuite, toutes les charges d'exploitation, c'est toutes les charges de la période, sont déduites pour arriver au résultat d'exploitation de l'entreprise. On a le chiffre d'affaires, ici dans notre cas, c'est à 150 000, moins les coûts de marchandises vendues, qui sont 106 500, alors que la marge brute est 43 500. Et puis, on fait la soustraction sur le traitement des salaires, le loyer des services publics et le marketing, et on a le résultat d'exploitation à 34 500. Donc, mais cependant, comment une entreprise de commerce calcule le coût des marchandises vendues? Très probablement, l'entreprise utilise la technologie du code barre pour mettre en place un système d'inventaire perpétuel tout au long de l'année. Dans ce cas, chaque article en stock est étiqueté avec un code barre unique qui représente à la fois, premièrement, le prix de vente qui sera facturé au client et deuxièmement, le coût de marchandise pour le magasin. Chaque fois qu'un produit
avec un code barre est scanné à la caisse. Les enregistrements comptables de l'entreprise sont automatiquement mis à jour pour refléter premièrement les revenus de vente générés, deuxièmement les coûts de marchandises vendues et troisièmement le retrait des produits de l'inventaire des marchandises. Cependant, à la fin de la période, les commerçants doivent également calculer le coût des marchandises vendues en utilisant la méthode d'inventaire périodique. Pourquoi? Parce que les enregistrements comptables de l'entreprise ne reflètent que les produits qui ont été scannés lors de la caisse. Ainsi, les enregistrements ne prendraient pas en compte les pertes, les vols, les erreurs de saisie ou l'obsolescence qui ont eu lieu au cours de l'année. L'exemple devant vous montre comment calculer le coût des marchandises vendues en utilisant la méthode périodique. Dans ce calcul, nous partons du stock initial auquel nous ajoutons tous les coûts des produits stockables dans l'entreprise pour la période. Cela inclut le coût des marchandises acquises auprès des fabricants ou des distributeurs, ainsi que les frais d'expédition et éventuellement les droits d'importation. Le total obtenu représente le coût de l'ensemble des biens disponibles à la vente au cours de la période. Ensuite, nous déduisons le coût des produits encore présents dans le stock final pour obtenir le coût des marchandises vendues. Maintenant aussi, comment calculer les coûts des produits stockables et les coûts de la période pour les entreprises manufacturières ou bien les entreprises de production qui ont des produits physiques tangibles. L'illustration présente le compte de résultat d'un fabricant. Comme vous pouvez le voir, le compte de résultat d'un fabricant est essentiellement similaire à celui d'une entreprise de commerce. La principale différence réside dans le fait que l'entreprise vend des produits qu'elle a fabriqués plutôt que des marchandises qu'elle a achetées. Par conséquent, le calcul du coût des biens vendus diffère de celui de l'entreprise de commerce. Comme vous voyez ici, on a le chiffre d'affaires moins les coûts des marchandises vendues et on a la marge brute à 25 000 € ou bien 25 000 $. Et puis, on fait la soustraction aussi des frais d'exploitation. Comme dans ce cas-là, on a les frais de vente et de commercialisation et l'exonération générale et administrative. Et on a aussi les résultats d'exploitation. Donc, dans ce cas, maintenant, on va pencher pour savoir plus comment calculer le coût des marchandises vendues. Alors, le calcul du coût des biens fabriqués et du coût des biens vendus implique le suivi des coûts des produits stockables à travers divers comptes d'inventaire. Les coûts tels que les matières premières directes, la main-d'œuvre directe et les charges indirectes de fabrication contribuent d'abord au coût des biens fabriqués, puis deviennent finalement une composante du coût des biens vendus. Ce processus permet aux fabricants de quantifier les matières premières utilisées et d'établir le coût total des biens fabriqués. Le coût des biens fabriqués représente le coût des biens achevés et transférés au stock des produits finis au cours de la période. Donc, le calcul du coût des biens vendus se fait en 3 étapes, chacune se concentrant sur un compte plutôt d'inventaire différent. Il y a la matière première, en cours et les produits finis. Tout d'abord, la première étape, calculer le coût des matières premières utilisées au cours de l'année. Le coût des
matières premières utilisées est égale la somme du stock initial des matières premières et l'achat des matières premières moins le stock final des matières premières. Donc, la première étape consiste simplement à analyser les événements survenus dans le compte de stock des matières premières au cours de l'année. Nous partons du stock initial dans le compte de stock des matières premières et ajoutons l'ensemble des matières premières achetées au cours de l'année, incluant les frais de transport et les droits d'importation. Cela nous donne le montant total des matières disponibles pour utilisation au cours de l'année. Enfin, en soustrayant le stock final des matières premières, nous pouvons déduire le coût précis des matières premières effectivement utilisées. La deuxième étape est le calcul du coût de production. Le coût des biens fabriqués est égal à la somme du stock initial des travaux en cours, les coûts des matières premières utilisées, les coûts de la main-d'œuvre directe, les frais généraux de fabrication, moins l'inventaire final des travaux en cours. Donc, en résumé, l'étape 2 consiste simplement à analyser ce qui est déroulé dans le compte en cours au cours de l'année. Nous débutons avec le stock initial dans le compte en cours et ajoutons ensuite les 3 coûts de fabrication engagés au cours de l'année, c'est-à-dire l'utilisation des matières premières directes, la main-d'œuvre directe et frais généraux de fabrication. Enfin, en soustrayant les biens en cours de traitement à la fin de l'année, c'est-à-dire les stocks finaux en cours. Donc, nous parvenons à déterminer le coût des biens fabriqués. Cette valeur représente le coût de fabrication des unités achevées et transférées à l'inventaire des produits finis au cours de l'année. La troisième étape, le calcul du coût des biens vendus. Le coût des biens vendus est égal le stock initial des produits finis plus le coût des biens fabriqués moins le stock final des produits finis. Donc, l'étape 3 consiste simplement à examiner ce qui est déroulé dans le compte de stock des produits finis au cours de l'année. Nous débutons avec le solde initial de stock des produits finis et ajoutons la production fabriquée au cours de l'année, pour bien sûr obtenir le total des biens disponibles à la vente. Enfin, de la même manière qu'avec un commerçant, nous retranchons ce qui est substitué dans l'inventaire des produits finis pour déduire le coût des biens vendus. En examinant maintenant de manière détaillée chaque étape, nous avons pu déterminer le coût des biens vendus figurant dans le compte de résultat de l'entreprise. Certaines entreprises intègrent les étapes 1 et 2 dans un tableau unique appelé le tableau du coût des biens fabriqués, tandis que d'autres regroupent ces 3 étapes dans un tableau du coût des biens vendus. Vous pourriez vous demander d'où proviennent ces données. Les soldes initiaux des inventaires correspondent simplement aux soldes de clôture de l'année précédente. Les achats de matières premières directes ainsi que les coûts de main-d'œuvre directe et de frais généraux de fabrication ont été enregistrés dans les comptes de l'entreprise au moment où ces coûts ont été engagés. Enfin, les stocks de clôture sont issus d'un inventaire physique réalisé à la fin de l'année. Comparer les bilans. Maintenant que nous avons examiné le compte de résultat de chaque type d'entreprise, penchons-nous sur leur bilan.
La seule différence réside dans la manière dont le stock est présenté dans la section des actifs courants. Pour les entreprises de services ne montrent aucun inventaire. Les entreprises de distribution affichent un stock de marchandises et les entreprises manufacturières montrent des stocks de matières premières, d'œuvres en cours et de produits finis. Parfois, les fabricants mentionnent simplement stock sur le bilan, mais divulguent le détail du compte de stock, comme les matières premières, les œuvres en cours et les produits finis. Et ça dans les notes annexes aux états financiers. Maintenant, nous avons jusqu'à présent abordé les distinctions entre les coûts directs et indirects, ainsi que les coûts du produit stockable par opposition aux coûts de la période. Tournons maintenant notre attention vers d'autres termes liés aux coûts que les gestionnaires et les comptables emploient lorsqu'ils élaborent des plans et prennent des décisions. Commençons par les coûts contrôlables et les coûts incontrôlables. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, la direction doit faire la distinction entre les coûts qu'elle peut maîtriser et ceux qui lui échappent. Les termes coûts contrôlables et coûts incontrôlables sont généralement utilisés pour faire référence à la capacité de l'entreprise à influencer ou à maîtriser certains coûts. Donc voici la différence entre les deux. Pour les coûts contrôlables sont des coûts que les managers ont la capacité de gérer, d'influencer ou de contrôler directement. Exemple de coûts contrôlables, le coût de la main-d'œuvre directe, coût des matières premières, coûts opérationnels courants, etc. Deuxième type de coût est le coût incontrôlable. Ce sont des coûts sur lesquels les managers n'ont pas de contrôle direct et une influence significative. Ces coûts sont souvent déterminés par des facteurs externes à l'entreprise et peuvent être difficiles à modifier par des actions managériales. Exemple de coûts incontrôlables, il y a les coûts de la matière première dictés par le marché, le coût des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt, les taux de change, etc. Alors, on peut dire que les coûts contrôlables sont ceux que les responsables peuvent gérer directement, tandis que les coûts incontrôlables sont déterminés par des facteurs externes et sont difficiles à influencer directement par la gestion de l'entreprise. D'autres types aussi de coûts qui sont importants à comprendre, les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes et les coûts variables sont deux catégories de coûts qui réagissent différemment aux changements dans le volume de production ou d'activité d'une entreprise. Les coûts fixes restent constants indépendamment du niveau d'activité ou de production. Même si la production augmente ou diminue, le montant total du coût fixe reste inchangé. Même si la production d'une entreprise double, les coûts fixes restent les mêmes. Par exemple, les frais de location d'une usine, les salaires du personnel administratif et la plupart des coûts liés à l'infrastructure de l'entreprise sont aussi des exemples de coûts fixes. Pour les coûts variables varient proportionnellement avec le niveau d'activité ou de production. À mesure que l'activité augmente, le coût total des coûts variables augmente et inversement, comme par exemple les matières premières, la main-d'œuvre directe liée à la production et les coûts d'emballage sont des exemples aussi de coûts variables. Si la production augmente, ces coûts
augmente également et s'il diminue, les coûts variables diminuent également. La connaissance de la structure du coût fixe et variable aide les gestionnaires à comprendre comment les coûts totaux de l'entreprise évoluent en réponse aux changements dans l'activité. Donc, les coûts fixes restent constants, quelle que soit l'activité, tandis que les coûts variables changent proportionnellement avec l'activité. Une compréhension claire de ces concepts est essentielle pour la gestion financière et la prise de décisions stratégiques au sein d'une entreprise. Maintenant, on va analyser un peu le comportement du coût de production par rapport au coût fixe et au coût variable. La majorité des entreprises font face à une combinaison de coûts fixes et variables. Les entreprises manufacturières comprennent que leurs coûts directs liés aux matières premières sont de nature variable. À mesure que ces entreprises davantage de produits finis, leurs coûts totaux augmentent proportionnellement. Les coûts généraux de fabrication comprennent à la fois des composants variables et fixes. Par exemple, le coût des matières indirectes est variable, tandis que le coût des impôts fonciers de l'assurance est fixe. Pourquoi le comportement de coût est-il important maintenant? Les gestionnaires doivent comprendre comment les coûts se comportent pour prédire les coûts totaux et calculer les coûts moyens. C'est quoi les coûts totaux? Les coûts totaux sont la somme des coûts fixes et des coûts variables. C'est l'ensemble des dépenses associées à la production et à la vente d'un bien ou un service. On a l'équation suivante, c'est les coûts totaux égale les coûts fixes plus les coûts variables par unité fois le nombre d'unités. Comprendre les coûts totaux est essentiel pour prendre des décisions relatives au niveau de production ou de vente. On a aussi le coût moyen total. C'est le coût total divisé par le nombre d'unités produites. Et on a le coût moyen variable. Le coût moyen variable, c'est le coût variable par unité. C'est-à-dire le coût moyen variable, c'est le coût variable sur le nombre d'unités produites. Les coûts moyens permettent d'évaluer l'efficacité de la production et d'analyser comment les coûts évoluent par une unité produite. La gestion du coût implique de comprendre la structure du coût fixe et variable, d'analyser les coûts totaux et d'utiliser les coûts moyens pour évaluer la performance opérationnelle. Cela aide les entreprises à prendre des décisions éclairées sur la production, les prix et la rentabilité. Pour expliquer bien ces notions, prenons l'exemple suivant. Supposons une entreprise fictive qui a les coûts suivants. On a les coûts fixes qui représentent le loyer de l'usine à 10 000 € par mois. On a les salaires du personnel, c'est 5 000 € par mois. Ces coûts restent constants quel que soit le nombre d'unités produites. C'est ça les coûts fixes. Pour les coûts variables, on a les coûts des matières premières par unité, c'est 2 € par unité, et le coût de la main-d'œuvre directe par unité est 3 €. Donc ces coûts varient en fonction du nombre des unités produites. On a dans les données aussi que l'entreprise produit 1000 unités. Maintenant, calculons
les différents coûts. Tout d'abord, les coûts fixes, c'est la somme bien sûr sur les données que l'exemple nous a données. Donc les coûts fixes, c'est 10 000 € pour le loyer, plus 5 000 € pour les salaires, égal à 15 000 €. C'est ça les coûts fixes. Les coûts variables, c'est 2 € par unité, plus 3 € par unité, fois le nombre des unités produites, qui est 1000 unités. Alors 2 € plus 3 € qui est 5 € fois 1000 unités, donc est égal à 5000 €. Donc le coût variable est 5000 €. Calculons maintenant les coûts totaux. Les coûts totaux, c'est 15 000 € par les coûts fixes, plus les 5 000 € du coût variable est égal à 20 000 €. Donc, les coûts totaux sont à 20 000 €. Le coût moyen total, c'est les coûts totaux divisé sur le nombre d'unités produites, c'est-à-dire 1000 unités. Donc 20 000 sur 1000 est égal 20 € par unité. Donc le coût moyen total est 20 € par unité. Maintenant, dans cet exemple, supposons que l'entreprise augmente sa production à 2000 unités. Donc, le nouveau coût variable, c'est 2 € plus 3 € fois le nombre d'unités produites, c'est une augmentation, fois 2000, donc est égal à 10 000 €. Il y a une augmentation du coût variable. Et pour les nouveaux coûts totaux, parce que les coûts fixes restent toujours fixes, malgré il y a une augmentation dans la quantité produite, les coûts fixes restent toujours les mêmes. Donc, les nouveaux coûts totaux, c'est 15 000 € pour les coûts fixes, plus 10 000 € pour le nouveau coût variable, est égal à 25 000 €. Donc, le nouveau coût moyen est 25 000 € divisé sur 2000 unités est égal maintenant, c'est 12,5 € par unité. Donc, comme vous voyez, si on fait la comparaison, avant, le coût moyen était à 20 € et en augmentant le nombre d'unités de production à 2000, le nouveau coût moyen est maintenant 12,5 €. Donc, en augmentant la production, le coût total diminue de 20 € par unité à 12,5 € par unité. C'est parce que les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d'unités. Le coût moyen fixe par unité diminue car les coûts fixes sont répartis sur plus d'unités. Le coût moyen variable reste constant, 5 € par unité, car il ne dépend pas du volume de production. Cette illustration montre comment les coûts fixes et variables et totaux évoluent en fonction du niveau de production et comment cela influe sur les coûts moyens. Passons maintenant à d'autres types de coûts. Le coût marginal. Le coût marginal représente le coût additionnel associé à la production d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service. En d'autres termes, c'est le coût de production supplémentaire lorsque la quantité produite augmente d'une unité. Cette notion est largement utilisée en économie et en gestion pour prendre des décisions relatives à la production et à la tarification. Le coût marginal peut varier en fonction de différents facteurs.
y compris les économies d'échelle, les coûts fixes et les coûts variables. Les entreprises cherchent souvent à minimiser leurs coûts marginaux pour maximiser leur rentabilité. Les comptables de gestion et les responsables utilisent des termes spécialisés pour discuter des coûts. Ils utilisent différents coûts à des fins différentes. Sans une compréhension solide de ces termes, les responsables risquent de commettre des erreurs de jugement graves. Lorsque le coût marginal est inférieur au coût moyen, le coût moyen a tendance à diminuer. Et lorsque le coût marginal est supérieur au coût moyen, le coût moyen a tendance à augmenter. Le coût marginal est un indicateur crucial pour les entreprises et les économistes car il offre des informations sur la variation du coût lié à la production supplémentaire. Il est essentiel pour la prise de décision en matière de production, de tarification et de maximisation des bénéfices. Et nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre cours et avant de le clôturer, on fait quelques rappels sur les concepts clés. Quel est le but principal de la focalisation de la comptabilité de gestion? La comptabilité de gestion fournit des informations qui aident les gestionnaires à planifier, diriger et contrôler les opérations et à prendre de meilleures décisions. Elle a une orientation future et focalisation sur la pertinence par rapport aux décisions commerciales. Deuxième question, comment calculer le coût des marchandises vendues? Pour les entreprises de services, pas de coût de biens vendus car elles ne vendent pas de biens tangibles. Pour les entreprises de commerce, le coût des marchandises vendues représente les coûts directs associés à la production ou à l'achat des biens qu'une entreprise vend au cours d'une période spécifique. Pour calculer le coût des marchandises vendues, on suit généralement cette formule. Le coût des marchandises vendues égale stock initial plus le coût d'achat au cours de la période moins stock final. Maintenant, voici ce que chaque composante de la formule représente. Il y a le stock initial. Il s'agit de la valeur de l'inventaire en main au début de la période comptable. Cela inclut le coût des biens qui n'ont pas été vendus lors de la période comptable précédente. L'achat au cours de la période, cela inclut le coût des biens qu'une entreprise a acquis ou produits au cours de la période comptable. Il y a le stock final, il représente la valeur de l'inventaire en main à la fin de la période comptable. Cela inclut le coût des biens qui restent invendus. En utilisant cette formule, vous pouvez calculer le coût des biens qui ont été vendus au cours de la période, ce qui est une figure cruciale pour déterminer le bénéfice brut d'une entreprise. Soustraire maintenant le coût marchandises vendues du chiffre d'affaires total donne le bénéfice brut qui est une métrique financière clé dans le compte de résultat d'une entreprise. Veuillez noter que les méthodes comptables peuvent varier et il existe différentes méthodes pour évaluer le stock, telles que la méthode du coût moyen pondéré, la méthode FIFO, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie, il y a la méthode LIFO, dernier entrée, premier sortie, etc. Et pour les entreprises de production, le calcul du coût des marchandises vendues implique souvent une analyse plus détaillée des coûts associés à la fabrication des biens. Le coût des marchandises vendues dans une entreprise de production peut être décomposé en plusieurs éléments et la formule peut être ajustée en conséquence. Donc, le coût de marchandises vendues égale le stock initial en cours de production plus
le coût des matières premières utilisées, plus le coût de la main-d'œuvre directe, plus les frais généraux de fabrication, moins le stock final en cours de production. Le coût de matières premières utilisées, cela inclut le coût de matières premières directement utilisées dans la production des biens. Il peut s'agir du coût de matières premières achetées au cours de la période, ajusté pour les variations de stock de matières premières. Le coût de la main-d'œuvre directe, il englobe les coûts de main-d'œuvre directement impliqués dans la fabrication des biens. Cela inclut les salaires et les avantages sociaux des travailleurs qui participent directement à la production. On a les frais généraux de fabrication. Ces frais comprennent les coûts indirects liés à la production, tels que les frais de maintenance, d'équipement, les services publics, la location d'usines, etc. Ces coûts sont répartis sur l'ensemble de la production. Et on a le stock initial en cours de production. Il s'agit du niveau d'inventaire des produits en cours de production au début d'une période donnée, comme un mois ou une année. Cet inventaire représente les unités qui ont déjà été engagées dans le processus de production, mais qui ne sont pas encore terminées. Il y a le stock final en cours de production. Il représente le niveau d'inventaire des produits en cours de production à la fin d'une période donnée, tel qu'un mois ou une année. Cet inventaire comprend les unités qui ont été commencées mais qui n'ont pas encore été achevées à la fin de la période comptable. La formule globale peut varier maintenant selon la complexité de la structure du coût dans une entreprise particulière. L'objectif est de capturer tous les coûts directement associés à la production des biens vendus au cours de la période. Troisième question est comment les gestionnaires devraient-ils prévoir les coûts totaux pour différents volumes de production? On a le coût total égale les coûts fixes totaux plus le coût variable par unité fois le nombre d'unités. Donc les gestionnaires ne devraient pas utiliser le coût moyen d'un produit pour prévoir les coûts totaux, car il changera avec la variation du volume de production. À mesure que la production augmente, le coût moyen par unité diminue, car les coûts fixes sont répartis sur un plus grand nombre d'unités. Et nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin aussi de ce premier chapitre qui est Introduction à la comptabilité de gestion. Donc merci à vous et je vous souhaite une bonne journée.